Vous parlez de la thèse. La thèse, voilà, ça a été une petite aventure, il a fallu la financer, c'était ça. Donc j'ai fait des demandes avec le soutien d'Yves Coppens, auquel j'étais rattaché par le laboratoire de paléoanthropologie et de préhistoire. Yves Coppens, en 1983, si je ne dis pas de bêtises, est devenu professeur au Collège de France et a pris, disons, la succession de Leroi-Gourhan au Collège de France. Et ce que je faisais, moi j'étais allé le voir assez tôt dans mes études, en 82, quand il était sous-directeur au Musée de l'Homme. J'étais allé le voir pour lui poser un certain nombre de questions sur la possibilité de faire de l'éthologie, des sciences du comportement, pour de la paléoanthropologie, pour l'étude des sociétés humaines préhistoriques anciennes. Et il m'avait dit, allez-y, foncez, il n'y a pas de raison que ça ne puisse pas se faire. Mais le problème, c'est qu'il n'y avait pas de formation en France. D'où ce que je racontais auparavant, le passage par les États-Unis. On ne pouvait pas se former à l'éthologie en France. Les sciences du comportement étaient enseignées uniquement au niveau de troisième cycle, ou dans le cadre de DEA un peu spécialisé, à Jussieu ou dans d'autres formations de biologie, et c'était vraiment des choses complémentaires en formation finale. Il y avait quelques primatologues, Jean-Jacques Peter, des spécialistes des primates de Madagascar, mais étrangement, aucun chercheur qui travaillait sur les anthropoïdes en France. D'où le besoin d'aller se former aux États-Unis. Et l'éthologie, aujourd'hui, elle vend en poupe, elle est enseignée au Muséum d'histoire naturelle, à Strasbourg, à Toulouse, elle a été enseignée à Rennes, mais au milieu des années 80, c'était impossible de se former à l'éthologie. Ou alors il fallait recommencer par un cursus long en DUG. Et de toute façon, c'était une éthologie un peu particulière qui était l'éthologie des invertébrés. Pierre-Paul Grasset, qui avait dirigé au Muséum d'histoire naturelle l'enseignement et la recherche en éthologie en France, était spécialiste du monde des invertébrés, des termites. C'est un grand spécialiste des termites. Et on était très très fort sur ce type-là d'embranchement, mais pas sur les mammifères supérieurs. Il y avait de la mammalogie au muséum, mais pas du comportement des primates, et en particulier des grands singes. Un seul chercheur avait travaillé, Claude Marcel Ladic, mais plutôt sur des côtés physiologie et écologie des primates. Ce qui était psychologie ou éthologie, en gros, c'était du monde anglo-saxon. Donc là, le clivage entre le monde francophone et le monde anglophone, sans parler du monde japonais, était très net, et un apprenti chercheur qui voulait faire de l'éthologie dans les années 80-90 en France avait de grandes difficultés. Donc Coppens me dit oui, me dit vas-y, et puis je me suis retrouvé finalement rattaché à son laboratoire, ainsi qu'à un autre laboratoire. Après le décès de Glyn-Isaac, j'avais de me solliciter un grand spécialiste de la préhistoire africaine, Jean Chavaillon, comme directeur de thèse. Donc Jean Chavaillon travaille en Afrique de l'Est, en Éthiopie, dans la vallée de l'Omo, à Melka Kunture, sur des sites préhistoriques très anciens, avec les méthodes Leroi-Gourhan. Donc il y avait un lien, il y avait une parenté, c'est-à-dire que lui avait été formé par Leroi-Gourhan, mais d'une certaine façon, à ce moment-là, après le décès de Leroi-Gourhan, et le remplacement de Leroi-Gourhan par Coppens en France, les périodes anciennes, elles étaient portées par très peu de chercheurs, et en particulier dans le sud, par Henri de Lumley. Et tous les deux, aussi bien Coppens que de Lumley, incarnaient une vision de la préhistoire qui était une vision géologique,
ou paléontologiques des origines de l'homme ne voyaient pas trop ces dimensions-là. Il les voyait puisque Coppens m'a poussé, mais dans son laboratoire, il n'y avait personne qui travaillait réellement sur les aspects sociaux des sociétés préhistoriques anciennes. Et ça, c'est un vrai manque. Et on est dans les années 80 et 90 dans un creux. Et je dirais l'archéologie à ce moment-là aussi devient de plus en plus technique, avec beaucoup d'ingénierie autour des objets, des outils, des sites archéologiques, de la taphonomie, des traces d'utilisation, etc., etc., et de moins en moins de vision globale. Et ce qu'incarnait le roi Gourand en 64-65 quand il a écrit Le geste et la parole, c'est-à-dire une vision anthropologique générale qui implique autant la comparaison des sociétés que la comparaison des sociétés dans le temps long, n'existait plus, ou très mal. Et on était devenus des super chercheurs, diagnostiqueurs de technologie. La technologie lithique des années 80-90 est superbe, et 2000 est superbe, avec beaucoup d'expérimentateurs et beaucoup d'archéologie expérimentale, mais d'une certaine façon, on ne s'intéresse pas à, je dirais, aux représentations sociales, à la dimension sociale des techniques. On est soit dans l'individu, soit dans l'espèce. Et on s'intéresse à des questions de savoir-faire, à des questions cognitives sur les capacités cognitives des hommes préhistoriques, mais très peu sur la dimension sociale de leur vie. Et moi, mon démarrage de thèse porte là-dessus. Et là-dedans, est à ce moment-là, dans cette espèce d'ambiance un peu compliquée pour aborder ces questions-là. Alors qu'elles sont à l'esprit je dirais, de tous les autres archéologues qui travaillent sur des périodes plus récentes. Tout à l'heure, je citais Jean-Paul Demoule ou Alain Schnapp ou d'autres chercheurs, ou même des archéologues et des préhistoriens. Je pense à Jean Paulet, par exemple, qui a été aussi après un directeur du laboratoire de préhistoire et d'archéologie africaine, un professeur à la Sorbonne. Et lui a une vision large et ouverte. Mais ce n'est pas tout le temps le cas parce que, je dirais, la vision technologisante de la préhistoire, elle est dominante. Et elle le reste encore aujourd'hui. Je dirais, on est très très bon dans la préhistoire française sur les aspects techniques. Peut-être moins sur les aspects culturels et sociaux des sociétés humaines anciennes. Donc l'archéologie, je dirais, a passé plusieurs crises. Et quand j'arrive avec un projet disant je vais travailler sur les premiers hominidés en interrogeant leurs capacités cognitives, sociales, émotionnelles, etc., et techniques au regard des primates, il m'est difficile de trouver une place dans le milieu de la préhistoire. Et heureusement, certains chercheurs, eux, voient tout à fait l'intérêt. Je pense à Hélène Roche, par exemple, qui est une spécialiste de la préhistoire africaine. Je pense à Catherine Perlès. Il y en a quelques-uns, mais globalement, le milieu, il n'est pas encore prêt à ça. Un peu en avance. Et donc, pour moi, l'enjeu, c'est de comprendre l'émergence de la culture. Et le projet de thèse, c'est celui-là. Comment les facteurs culturels émergent, surgissent, se développent. Et pour moi, le comprendre, c'est comparer. Et mon travail, ça va être celui-ci. Ça va être d'aller travailler sur les grands singes, les chimpanzés en particulier, parce que les chimpanzés sont des fabricants d'outils, mais aussi des utilisateurs d'outils en pierre. Et donc là, je peux comparer directement, de proche en proche, des objets chimpanzés à des objets préhistoriques anciens. Et au début des années 80, en Côte d'Ivoire, Christophe Busch et Edwige Busch étudient des chimpanzés de la forêt de Taï, le parc national de Taï, dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire, près du Libéria, et découvrent des chimpanzés qui utilisent des outils en pierre.
Et ces outils en pierre, que je repère immédiatement dans les publications, m'intéressent parce que je sais par ailleurs que sur des sites préhistoriques anciens, il y en a des très très proches morphologiquement et typologiquement parlant. Ils ressemblent beaucoup à ceux des chimpanzés. Donc le projet de thèse, c'est de comprendre la culture matérielle des chimpanzés actuels et de voir comment elle peut éclairer les industries préhistoriques anciennes. Donc je m'interroge sur la culture et sur le phénomène culturel et le terrain de thèse qui va être un peu compliqué, il va falloir le monter. Il se fait un peu sous la pression de certains collègues primatologues qui voudraient bien que le couple Bush ouvre ses terrains à des étudiants. Donc je vais me retrouver, faire un peu les frais là, être un des premiers étudiants à débarquer, un archéologue qui débarque au milieu des biologistes. Et là, ça va être notre paire de manches, ça va être compliqué. C'est-à-dire il faut aussi se faire accepter des biologistes, ça va être très difficile. C'est-à-dire que comment les sciences humaines, même si elles sont empreintes de sciences de la nature, parce que j'ai fait de la biologie, parce que j'ai travaillé aussi sur des outils en technologue, etc., peuvent être acceptées dans un milieu de biologistes statisticiens, où on trouve que les sciences humaines, elles sont très molles et très interprétatives. Donc ça va pas être simple. Mais en commençant par le bas, je dirais, ça marche. C'est-à-dire que ce que je propose à Christophe Bush, c'est qui lui travaille sur les chimpanzés, c'est un grand spécialiste des chimpanzés, il y suit au jour le jour, il a travaillé sur leurs outils, il travaille sur les nids, il travaille sur la chasse, il travaille sur plusieurs activités depuis une dizaine d'années, c'est de faire l'archéologie de ces chimpanzés. Donc je viens avec mon savoir-faire d'archéologue et je commence à sortir les carroyages, le niveau à bulles, le mètre, et je dessine, je fais l'archéologie des endroits où les chimpanzés utilisent leurs outils, qui sont des sortes d'énormes ateliers avec plein d'outils et d'enclumes et de noix, et je commence à décrire ça à la façon d'un archéologue. Mais la visée, elle est quand même de comprendre comment ils vivent pour interpréter, avoir un modèle aussi d'interprétation pour les sites archéologiques anciens. Donc l'enjeu de la thèse, c'est ça, comprendre l'émergence de ces cultures matérielles chez les chimpanzés et voir en quoi elles sont applicables aux sites préhistoriques anciens. Et ça va être tout simple d'une certaine façon, parce qu'en décrivant des outils, et en voici un, je l'ai amené, ça, c'est un percuteur chimpanzé qui vient de la forêt de Monogaga. C'est un gros bloc de latérite, donc c'est un gros morceau de fer, si vous voulez, très lourd. Là, c'est un tout petit, mais ça fait plus d'un kilo, ça doit faire 2 kilos, je pense, 1,5 kg, avec une énorme cupule d'usage ici, qui a servi pendant des centaines d'années à ouvrir des noix. Et celui-là, il était utilisé sur les deux faces, on voit l'autre face aussi. Ben, cet objet, on a découvert exactement le même mais quand je dis le même, c'est en taille, il fait à peu près la même taille, il présente les mêmes caractéristiques morphologiques d'usure sur le site d'Olduvai Gorge, qui a été fouillé par Louis et Marie Leakey à la fin des années 50. Donc sur le sol FLK Zinj, donc qui date d'1 800 000 ans, on a découvert le Zinjanthrope, donc un australopithèque robuste et des Homo habilis. On a le même type d'outil. Donc ça veut dire qu'on a la possibilité de comparaison directe. Et cet objet-là, en gros, voilà, depuis 2 millions d'années, il sert, il est utilisé par différentes espèces, voire même différents genres. C'est-à-dire qu'on ne sait pas qui l'a utilisé à Olduvai. Vraisemblablement, ça peut être Homo habilis, mais ça peut être aussi le Zinjanthrope, ça peut être aussi le robuste, l'australopithèque. Alors, on suspecte que c'est probablement l'australopithèque et qu'il a consommé des noix. Donc ça veut dire aussi que notre vision de la préhistoire, elle s'élargit énormément.
C'est-à-dire que la vision d'un premier homo et de premiers hommes qui sont des chasseurs-cueilleurs, essentiellement carnassiers, est aussi interrogée par ce genre d'objet. Ça nous amène à réfléchir à la diète, au régime alimentaire de ces premiers hommes, qui est aussi fait de fruits, fait de noix, et les apports caloriques des noix sont extrêmement importants. Donc c'est ce genre de recherche que je vais mener et de comparaison que je vais faire en m'interrogeant sur les limites. Sur les limites, qu'est-ce qu'on compare? On compare un objet et des objets, 1,8 million, avec des marges chronologiques d'évaluation. On ne sait pas qui a été l'utilisateur, on ne sait pas combien de temps l'utilisation a duré, on la voit durer sur des centaines de milliers d'années, on le trouve la période s'appelle l'Oldowéien, sur de l'Oldowéien ancien, mais on le trouve aussi sur de l'Oldowéien moyen, avec à des périodes bien plus récentes. Donc il y a aussi des enjeux très intéressants qui sont sur la durée d'utilisation de certains objets, de certains outils sur des périodes très très longues. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que derrière on a des modèles culturels qui perdurent sur des dizaines, des centaines de milliers d'années. Est-ce que c'est possible? Comment c'est transmis? Est-ce que c'est transmis de façon oralisée ou juste par mimétisme? Donc se pose aussi la question du langage. 1,8 million ans, est-ce qu'on a des êtres langagiers? Est-ce qu'on a besoin du langage pour transmettre le savoir-faire ou le savoir fabriquer de ces premiers outils? Et donc c'est autant des apports positifs que des apports en termes critiques, donc ce qui m'amène aussi à développer une épistémologie des sciences anthropologiques et des sciences archéologiques qu'il faut rendre compatibles. L'anthropologie, elle se fonde avant tout sur les discours, l'archéologie avant tout sur les restes, sur les objets, comment on les rend compatibles, comment on les articule, comment on produit de nouvelles connaissances. C'est ce genre d'enjeu qu'il y a dans ce projet de thèse. Mais surtout, un enjeu de comparaison. C'est-à-dire que je ne vais pas me cantonner au site de taille, je vais travailler sur 11 communautés de chimpanzés différentes. Pas simplement une, mais sur 11. Donc je vais travailler à faire ce qu'on appelle des surveys, des prospections, parce que l'idée, et je prends conscience de ça dès que j'arrive en Côte d'Ivoire, on est dans un univers qui est en train de changer à grande vitesse. Donc je comprends assez rapidement que, ok, il y a des endroits vraiment protégés, le parc de Taille, mais tout le reste de la Côte d'Ivoire est en profonde altération. Les forêts sont en train de disparaître à grande vitesse, les milieux de vie de ces animaux disparaissent en grande vitesse. Et si moi, petit Français, avec peu de moyens, je veux développer de l'éthologie à la façon des Suisses ou des Anglais ou des Américains ou des Japonais, il faut beaucoup d'argent et les structures de la recherche française ne le permettent pas. Donc je décide de travailler comme je le faisais en archéologie, c'est-à-dire de faire de l'éthologie de sauvetage. Je ne vais pas faire de l'archéologie de sauvetage, je vais faire de l'éthologie de sauvetage. Donc je vais faire des prospections dans des lieux que j'échantillonne les plus larges possibles pour comprendre les répartitions géographiques des conduites culturelles ou traditionnelles des chimpanzés. Ça va être ça l'enjeu, de couvrir la Côte d'Ivoire. Après je vais travailler en Guinée, après je vais travailler dans d'autres pays, mais là à ce moment-là c'est ça. Donc c'est aussi que j'avais repéré que dans le nord-est de la Côte d'Ivoire, il y avait des chimpanzés qui étaient dans la zone de savane. Donc on avait des chimpanzés de savane et pas que des chimpanzés de forêt. Donc là on avait un autre milieu et d'autres possibilités d'interrogation. Sachant que par exemple, à ce moment-là, qu'est-ce qui prévalait, qu'est-ce qu'il y avait en tête? C'était des modèles savanicoles de l'évolution humaine. Si on suivait Coppens, c'est parce qu'il y avait un changement climatique et un assèchement des milieux que les hommes homo, le genre homo, avaient pu émerger par-dessus la savane et inventer les outils, etc., etc. C'est une belle histoire, c'est une belle légende.
mais rien de bien scientifique là derrière, mais n'empêche que derrière toutes ces représentations, cette vision des origines de l'homme, qui était véhiculée par Yves Coppens et par bien d'autres chercheurs, c'était une vision naturaliste dans laquelle les facteurs sociologiques, économiques et culturels qu'on utilise nous en anthropologie, ils n'avaient pas lieu. Et l'archéologie, en gros, ça ne l'intéressait pas. Donc là, il y avait vraiment aussi à comprendre et à essayer de développer un contre-modèle plus complexe dans lequel on fait intégrer aussi bien les facteurs culturels que sociologiques que écologiques pour comprendre les origines de l'homme. Donc l'idée de travailler en zone de savane et en zone de forêt, c'était aussi motivé par ce type-là d'objectifs. Et qu'est-ce qui apparaît dans les comparaisons? Donc, je vais travailler sur certains sites, habituer un groupe de chimpanzés à la présence humaine, ça peut prendre des années. Ça peut prendre 4, 5, 6 ans. Caroline Tottin, qui a travaillé au Cameroun et au Gabon sur ce genre de choses, parfois n'a pas réussi pendant des années. Donc, on peut être accepté par le groupe de chimpanzés, mais ça peut prendre énormément de temps. Donc, je voyais bien que je n'avais pas le temps. Et donc, changement de fusil d'épaule, qui était de dire « Ok, je vais dans des lieux où il y a des chimpanzés, j'essaie de les repérer, j'essaie de repérer leur territoire, et je ne vais pas travailler sur les chimpanzés, mais je vais travailler sur les traces qu'ils laissent derrière. » Et ça a été l'objectif au Mont Nimba, à la frontière ivoirienne et guinéenne, ça a été dans le nord-est, dans le parc de la Comoé, ça a été dans différentes forêts du sud-ouest de la Côte d'Ivoire, qui étaient des forêts non protégées. Parce que c'est ça que je comprends, c'est qu'il y a plein de lieux protégés qui commencent à être complètement vidés des animaux. Donc les parcs naturels en Côte d'Ivoire et encore plus au Ghana ensuite, quand je vais travailler au Ghana, je me rends compte que c'est des enveloppes vides. En gros, c'est des gardes-manger pour les braconniers, c'est des gardes-manger pour les populations. Et bien souvent, les forêts sont pénétrées par des agriculteurs fermiers qui vont développer des cultures à l'intérieur même des forêts. Tout autour, c'est bien beau, avec des grands arbres, et au milieu, c'est des grands vides. Et les animaux ont fui. Donc la Côte d'Ivoire des années 90, c'est ça aussi. Aujourd'hui, il ne vaut mieux pas en parler, parce qu'aujourd'hui, c'est à pleurer. La Côte d'Ivoire, elle est vidée de ses forêts. C'était le pays numéro 1 producteur d'arbres. Il n'y a plus d'arbres, il n'y a plus d'éléphants en Côte d'Ivoire. Je noircis le trait, mais voilà où on en est aujourd'hui en 2020, 30 ans après. Donc là, c'était ça comme prise de conscience. Donc l'idée, c'était de travailler avec les chasseurs qui m'amenaient en forêt, parce qu'eux avaient une connaissance précise des animaux, connaissance précise du terrain. Et c'est ça aussi à quoi m'a amené la thèse, c'était aussi à faire mon métier d'anthropologue. C'est-à-dire aussi avec les populations locales, d'aller voir les animaux, d'aller explorer avec les connaissances locales. Donc le survey et l'éthologie de sauvetage, elle était aussi associée et adossée à une anthropologie de sauvetage, puisque c'était comprendre les connaissances locales des animaux et pas jouer à mon biologiste, à mon scientifique qui est bien isolé au milieu de sa forêt, à faire que de la primato. Non, c'était de comprendre l'ensemble. C'était ça, je dirais l'ambiance de la thèse, et du post-thèse et des recherches qui vont suivre ensuite.